Bertrand Rambaud, vous, chez Ciparex, comment vous avez vécu aussi cette crise qui n'est pas terminée, hein, comme vous le disiez, Jean-Marc Lanier? D'abord, bonjour à tous et merci de nous proposer d'intervenir sur ces enjeux extrêmement importants. Écoutez, bon, Jean-Marc a parlé d'humilité, évidemment, j'adhère à ce mot, je rajouterai celui de paradoxe, parce que c'est une crise qui est pleine de paradoxes. Bon, sans être trop long sur ce qui s'est passé, parce que je dirais un peu les mêmes choses, alors moi je le vis plus à travers les 200 entreprises que Ciparex accompagne, petites, moyennes, grandes. Bon, bien sûr, l'effet de surprise, on ne revient pas là-dessus, mais ça a duré quoi? Ça a duré 10 jours. Et après, ce que je retiens surtout, c'est une réactivité exceptionnelle des dirigeants pour aller chercher de l'argent quand il le fallait, pour s'ajuster. On a des dirigeants qui ont connu beaucoup de crises, et je crois qu'aujourd'hui, alors malheureusement ou heureusement, ils savent s'adapter par rapport à ces environnements. Et très très vite, on a eu les premières mesures d'ajustement. Et puis, ils ont appris, ils sont adaptés à la gestion de ce nouvel environnement avec les enjeux humains qu'évoquait Jean-Marc, évidemment essentiels dans la gestion de leur business. Pourquoi je dis paradoxe? Parce que c'est une crise qui en laisse certains au bord du chemin, notamment les petits. Certains s'en sont très, très bien tirés et positivement tirés, si je puis dire. C'est ainsi, et puis d'autres dans la mêlée, le gros des effectifs qui ont souffert. Mais moi, ce que j'ai quand même vu, c'est que dès les semaines qui passaient, avril-mai, on avait des éléments plus favorables qui revenaient. La nature humaine, comme toujours, s'est adaptée à ce qui se passe. Et nous, on l'a vu dans nos boîtes, dans 80% de nos entreprises, les résultats se sont recréés au fil des mois. Et on a plutôt été dans des bonnes surprises que des mauvaises surprises, à part les secteurs très sinistrés. Alors, c'est vrai que ça peut sembler dissonant, mais c'est quand même une réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. On ne vit pas une crise économique grave à l'heure où on parle, à l'exception de secteurs extrêmement touchés, bien évidemment. Et donc maintenant, on parle de redémarrage, parce que c'est quand même ça l'enjeu, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Donc bien sûr, des transformations qui s'accélèrent, ça sera évoqué tout à l'heure, c'est un élément absolument majeur et qui fait qu'on doit gérer nos entreprises un peu différemment. Et puis avec des opportunités qui arrivent, mais aussi des vraies zones de risque qui sont devant nous, qu'il va falloir gérer. Donc une année 2021 qui a un profil complètement inverse à celui de 2020 et dans lequel il va falloir se mettre, mais avec des enjeux quand même globalement assez positifs que l'on voit, mais effectivement un comportement du dirigeant que l'on sent, que l'on voit extrêmement différent par rapport à il y a un an. Paul Facry, justement, est-ce que cette agilité dont ont fait preuve les dirigeants là, depuis un an, dans un monde complètement fou, hein, quelque part, est-ce qu'ils sont effectivement plus agiles aujourd'hui qu'ils n'ont pu l'être, par exemple, qu'en 2008-2009, quand c'était la crise des subprimes, crise très différente d'ailleurs? Honnêtement, bonjour à tous, effectivement, et merci de m'accueillir. Il est très difficile de répondre à cette question. J'entends avec plaisir Jean-Marc et Bertrand évoquer la notion d'humilité, qui est pour ceux qui ont cette culture-là, le level 5 du leadership vu par Jim Collins, donc qui est l'un des grands théoriciens du management. Et c'est intéressant de voir qu'il a élaboré ça il y a à peu près 20 ans et que ce sont en fait ces crises successives et aujourd'hui celle du Covid qui effectivement mettent beaucoup en lumière cette caractéristique en fait clé du dirigeant. Ce qu'on peut voir en termes d'agilité, c'est que ce qui est intéressant, la distance qui a été imposée par ce confinement a en fait renforcé, beaucoup ont vécu cette distance comme un renfort de la cohésion des équipes. Il y a eu une forme de surinvestissement de la part des dirigeants face à ce qui est arrivé, un surinvestissement sur la notion d'équipe, le travailler ensemble, le être ensemble à distance, mais être ensemble. Et ça a bouleversé en fait beaucoup la vision à la fois bien sûr des entreprises et des dirigeants par rapport par exemple au télétravail, qui est une micro-partie des enjeux qui se sont joués, On mais en qui parlera risquent, tout à l'heure, effectivement. voilà, et ça risque de bouleverser très significativement le paysage. Mais cette notion d'adversité qui nous a tous touchés a été un point très fort en fait de cohésion et de travail ensemble. Et ça tombe bien parce que par rapport à ce que vous évoquiez sur la nécessaire agilité croissante requise des dirigeants, c'est l'un des points clés en fait. C'est le fait que l'extrême complexité des enjeux auxquels ils sont confrontés induit de plus en plus
la capacité à déléguer, la capacité à travailler ensemble et la capacité à constituer une équipe soudée plutôt que des attentes antérieures qui étaient une forme d'autorité, de vision, de stratégie. Doric Debroche, justement, sur quels enseignements on peut tirer de cette crise qui n'est pas terminée, hein, mais par rapport à son démarrage il y a un an, en termes de leadership pour les dirigeants actuels? Alors, la plupart des dirigeants que nous accompagnons sont des gens qui sont en transition de carrière entre deux jobs. Donc, l'impact sur la crise était immédiat pour eux. Il y a un mot qui est très fort et qu'on veut retenir, c'est le lien, en fait. Il a fallu qu'ils gardent un lien avec le marché, gardent un lien avec les autres. Et notre gros effort, après les 2-3 jours de surprise de cette crise, c'est de les mettre en mouvement le plus possible, les pousser à être encore plus avant en situation d'observation, de curiosité, d'écoute, leur apprendre à gérer le temps court. Dans les process de recrutement, Paul les conduit, les process sur les sites numériques sont beaucoup plus cadrés, beaucoup moins longs, beaucoup moins informels. Donc, on les a fait travailler sur leur communication de façon un peu plus synthétique, plus factuelle. Et puis, il a fallu les aider. Ils l'ont appris assez vite à gérer le temps long parce que tous les process qu'ils étaient ont été stoppés pour la plupart. Le marché du recrutement s'est arrêté. Les boîtes se sont arrêtées en termes de mouvement pendant un mois parce qu'il y avait une priorité qui était l'interne. L'interne, effectivement, on parlait de sécurité de personnel. Et puis, comment est-ce qu'on réagit par rapport au processus d'activité? Donc, notre rôle a vraiment été d'à côté d'eux pour les pousser à créer du lien, à maintenir cette dynamique dans la recherche, dans la transition, face à de nouvelles situations auxquelles ils n'étaient pas préparés, en fait. Bertrand Rambaud, quand on regarde le sondage là sur les décisions à prendre dans l'immédiat, il y a tous ces enjeux sociétaux et environnementaux qui reviennent. Est-ce que ça fait partie de ces enseignements qu'on peut tirer de cette crise qui n'est pas terminée? Moi, je pense qu'effectivement, on ne rentre pas dans un monde nouveau. Je crois que ce n'est pas vrai. Par contre, on rentre dans un monde où tout s'accélère. Et je pense que tous les mouvements qui étaient engagés avant cette crise du Covid, Jean-Marc Colagny évoquait le sujet de la digitalisation, bon, ça s'est accéléré, on le sait tous, on le vit dans notre quotidien. Mais quelque part, il est engagé aujourd'hui. Une entreprise qui n'a pas touché à ça, elle sort du jeu. Donc, tout le monde est dedans, après avec ses contraintes industrielles ou B2C, mais tout le monde est dedans. Moi, je vois par contre effectivement un élément très nouveau, essentiel, je pense, qui est là aujourd'hui et pas demain. D'ailleurs, c'est intéressant votre sondage, parce que j'ai l'impression qu'il, moi, je ne vois plus très bien à l'écran, mais j'ai l'impression qu'il était plutôt repris à 30% par les gens qui ont répondu à ce sondage. C'est effectivement toute la partie ESG. Et je crois que ce n'est pas de l'ESG au sens je coche des cases, c'est l'ESG au sens comment je gère ma boîte. Et dans l'ESG, il y a 3 lettres, et je voudrais insister sur la première, qui est le sujet du E. Je pense que l'une des conséquences de cette crise sera l'accélération de tous les sujets qui touchent à l'environnement. Et ça va être du très concret au quotidien. Nos financements, quelles que soient nos activités, seront plus chers en fonction de l'environnement, enfin des moyens qu'on met en œuvre pour adresser les grands enjeux d'environnement. Ce sera vrai dans la dette, ce sera vrai dans la sélection des investisseurs. Et donc, il faut qu'on apporte des réponses, mais au-delà d'une collecte d'informations qui existe déjà dans beaucoup d'entreprises, mais la façon de gérer notre boîte et des actions concrètes qu'on engage autour de ces sujets. Alors, ça va être des jobs nouveaux. Hein, on voit des gens climat dans les boîtes, on voit des gens de value, enfin, tout autour de ces thématiques de ESG, et qui, je pense, vont être un driver très, très fort, mais dans la vie totale de l'entreprise, dans la façon de bosser, dans les investissements qu'on doit faire, dans les recrutements qu'on doit avoir, dans la relation qu'on va avoir avec ses partenaires extérieurs à l'entreprise. C'est un des enseignements, je pense, assez forts de cette crise. Je ne parle pas des sujets sociaux qui seront peut-être évidemment abordés après, qui sont aussi l'un des éléments majeurs. Mais votre question était autour de l'ESG. Et ça, je crois qu'on doit l'adresser aujourd'hui. Vous savez que BPI France s'appelle la Banque du climat. Ce n'est pas neutre, tout ça. Et voilà. Et je crois que c'est un vrai enjeu d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai envie de vous dire pour de vrai, parce que ça fait un peu 10 ou 15 ans qu'on en parle, de la RSE et de toutes ces promesses. Pardon. Jean-Marc Colagny, ce sera pour de vrai tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que voilà, ce monde nouveau, comme disait Bertrand Rambaud, qui n'est pas forcément encore tout à fait abouti, ces enseignements-là sont
tout à fait dans l'esprit, dans la tête des dirigeants d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme Bertrand l'a dit, il y a une accélération, enfin, c'est plus le bon terme qu'un monde nouveau qui arrive. Il y a une accélération des transformations. Et c'est vrai que le numérique, on a vécu pendant 12 mois une expérience à grande échelle de comment les technologies du numérique pouvaient transformer la manière de travailler. Donc, je pense que là, il n'y a plus de débat sur est-ce qu'on peut travailler avec ses clients, avec ses partenaires, avec son écosystème de manière différente. Je crois que tout le monde a vu, et on le voit encore aujourd'hui, que c'est important. Je pense que la transition sur tout ce qui tourne autour du développement durable, la responsabilité du business, c'est aussi un élément clé et un enseignement clé de cette période. Aujourd'hui, je pense que les entreprises qui réussiront ne seront pas simplement les entreprises qui délivreront les bons résultats et la bonne performance financière, ce sont les entreprises qui feront aussi ce qu'il faut en termes de business responsable et qui vont motiver leurs clients et leurs collaborateurs pour avoir un réel impact dans la transition énergétique et dans la transition climatique. C'est vraiment un enjeu clé et je pense qu'aujourd'hui même, les possibilités de croissance que l'on voit dans les 10 ans qui viennent sont pour les entreprises qui sauront s'adapter à enrichir leurs propositions de valeur pour leurs clients et pour leur écosystème avec des produits plus responsables. Il y a une demande très claire des consommateurs et il y a une demande très claire des employés pour des produits et des services différents. Si on ne regarde pas cet aspect-là, c'est tout l'aspect de la croissance qui ne sera pas ouvert pour ces entreprises. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu très fort. Nous, notre vision, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de dirigeants en Europe et aussi à travers le monde, c'est qu'il y a dans cette accélération quand même des transformations très importantes. Quand on regarde le secteur de l'énergie avec la transition énergétique, le secteur de la mobilité avec l'électricité, la voiture électrique, quand on regarde le secteur de produits de grande consommation avec les circuits courts et la vente à distance, quand on regarde les entreprises industrielles, l'automobile est un bon exemple, on voit des transformations majeures qui sont à la conjonction de nouveaux modèles économiques avec beaucoup plus de numérique dedans, c'est vrai, mais aussi des produits et des services différents qui répondent à une attente différente. Ça va générer des transformations importantes qui vont devoir s'appliquer à nous en tant que dirigeants et aussi à nos employés. Il va falloir leur expliquer pourquoi on fait tout ça, il va falloir expliquer les conséquences et les opportunités, parce que je pense que c'est une opportunité fantastique, mais il y a clairement des changements importants qui arrivent et le Covid, pas tellement une bonne nouvelle dans ce Covid, mais il y a une accélération des choses qui peut créer des opportunités intéressantes. Paul Fakhri, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose? En fait, j'opinais de la tête parce que, effectivement, comme dire, Bertrand évoquant l'importance dans l'environnement et cette forme de déflagration de la transformation qui est requise aujourd'hui, et Jean-Marc insistant sur le fait que cette transformation elle vient impacter en fait les hommes et pas seulement les entreprises. Nous, on le voit très clairement en fait dans la demande vis-à-vis des dirigeants que nous recrutons pour nos clients. Il nous est demandé des personnes en fait nouvelles qui sont justement capables d'accompagner cette transformation. Et j'en reviens au premier thème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on nous demande de plus en plus des personnes qui, devant cette complexité qui augmente l'importance du collectif, de l'effort ensemble, plutôt que du génie, de cette personne un peu qui est un deus ex machina, ce n'est plus la demande aujourd'hui, s'il a un jour existé, mais en tout cas, ce n'est plus la demande. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, ce sont vraiment beaucoup plus des chefs d'orchestre qui vont permettre en fait à chacun d'exprimer au mieux sa capacité, le dirigeant étant là pour justement les mettre en présence et rendre possible ce travail collectif. Et ça, cette transformation-là est en cours maintenant. Une petite remarque d'ailleurs d'un de téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, du coup maintenant avec les webinaires, comment est-ce qu'on peut rendre compatibles ces enjeux d'RSE qui sont à moyen terme et une rentabilité très à court terme? Est-ce qu'il n'y a pas un choc, notamment peut-être pour des structures de taille plus petite, des ETI? Comment combiner deux enjeux, rentabilité, profitabilité et respect climatique, environnemental et sociétal? Non, mais étant très présent une thèse, mais bon, on va essayer de faire court.
Non, mais pour étant très présent dans le monde des ETI, effectivement, c'est plein de paradoxes, tout ça une nouvelle fois, c'était le terme de début. Et puis, il ne faut pas tomber aussi dans le mauvais biais. On a vu ce qui a pu se passer dans des grands groupes récemment. Donc, attention aux effets de retour de ces politiques qui doivent rester extrêmement pragmatiques. Donc, oui, c'est un équilibre à trouver, mais on n'a pas le choix que d'avancer. Et Jean-Marc a cité quelques secteurs. Je connais bien l'agroalimentaire, on le voit de façon extrêmement forte. Et donc, sur le court terme, c'est quelque chose qui peut coûter, comme le digital peut coûter, désorganiser, être compliqué. Mais je le répète, on n'a pas le choix que d'avancer là-dessus. Alors après, ça ne va pas se faire en 3 jours non plus. Il faut prendre le temps de déployer un plan. Et je pense qu'on a la responsabilité, mais qu'on soit dans les services, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans les services immatériels, de se questionner par rapport à ces sujets-là et qu'est-ce qu'on veut faire, comme on se pose des questions sur nos investissements industriels et de productivité. C'est un besoin à remplir, c'est une feuille de route qui va se faire dans la durée, mais qui doit être engagée immédiatement. Voilà, et ça, c'est une prise de conscience que votre sondage est intéressant. Quand on voit que c'est 30% de réponses de sensibilité à ça, je pense que ce n'est pas encore dans la tête de tout le monde, comme le digital n'était pas dans la tête de tout le monde il y a 5 ans, et il est dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Ouais, et le législateur pousse aussi un peu à cette prise en compte Vous avez environnementale. raison, avec des contraintes, mais aussi ça a le mérite de pousser. On va évoquer maintenant plutôt l'impact sur les compétences du dirigeant actuel, voire du dirigeant de demain aussi. Est-ce que on a beaucoup parlé pendant des années, c'était un peu le dirigeant stratège, comme on l'appelait. Quels seront les atouts des leaders de demain? Alors, une petite question. Merci, Axel. Je vous laisse à tous le soin d'y répondre. Quels seront les atouts des leaders de demain? Vous avez plusieurs choix auxquels vous pouvez répondre. Doric Debrosse, vous connaissez bien ces dirigeants, vous les accompagnez. Aujourd'hui, alors la stratégie, la gestion, ou plutôt l'humanité, l'écoute, la curiosité, l'humilité, Jean-Marc, comme vous le disiez, joli mot. Ça ne sera pas la fin du dirigeant stratège, il faut toujours être un peu stratège, mais plus qu'avant, il faut être très intuitif dans l'environnement dans lequel on est, très authentique dans sa prise de parole, dans sa position par rapport à l'autre, agile, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, l'humilité induit l'agilité, on ne sait pas tout, il faut plus facilement en parler, il faut être beaucoup plus orienté sur ce qu'on va appeler l'intelligence collective. Il y a une forme de désacralisation du pouvoir qui arrivera nécessairement, en fait, ce qui fait qu'il faudra beaucoup plus être sensible à ce qui se passe dans son entreprise. Dans son âge précédent, on parlait des nouveaux talents. Il y aura une vraie prime à trouver de nouveaux talents, parce que les nouveaux talents, c'est les talents de la génération qui arrive, qui sont extrêmement sensibles à tout ce qu'on parlait dans le domaine de l'environnement, à ces causes-là, en fait. Il faut savoir les garder. Et certainement, il faudra être des dirigeants qui bougent beaucoup plus ces lignes qu'avant, qui remettent en cause peut-être l'organisation et qui cassent un peu les modèles, parce qu'il y a toujours une génération qui sera un peu en frein par rapport à ça en législation, en fait. Donc, mais authenticité, c'est important, transparence, le plus possible dans la communication, et je reviens à ces deux sons de lien, il faut occuper le terrain le plus possible, le terrain de la communication, en fait, de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui ressort en Doric du sondage, donc vous avez deviné, l'agilité face à l'incertitude et au changement rapide, et également en tête de ses compétences et soft skills finalement, la communication et la proximité avec les équipes, et loin derrière, nous avons l'autorité et la gestion, l'organisation, l'orientation, résultat. Paul Fakri, donc des dirigeants plus humains, pardonnez-moi, ça ne veut pas dire que j'estime qu'ils ne l'étaient pas avant. En fait, si vous voulez, c'est très tentant d'opposer des choses. Ça rend la dialectique plus intéressante. Mais la réalité, c'est que les dirigeants de demain devront avoir des entreprises profitables et respectueuses de l'environnement. Il se trouve que souvent, on constate en fait que
ceux qui ont pris de l'avance sur ces enjeux clés sont en fait en train de se différencier et de gagner une bataille. Donc les dirigeants de demain sont ceux qui sauront, et c'est toujours ce registre de la complexité qui a augmenté, qui sauront gérer ces complexités-là. Il va falloir préserver qualité de gestion, organisation, orientation de résultats. C'est indispensable demain. On ne peut pas renoncer à cela. En revanche, il y a un accent nouveau qui est mis sur des choses qui auparavant étaient parfois occultées. Donc, effectivement, l'agilité, on en a toujours parlé, mais là, elle était mise en lumière très fortement. Mais vous voyez, le deuxième critère qui sort, qui est la priorité donnée à l'intelligence collective, c'est en fait vraiment l'élément clé vu par moi de l'évolution récente, à la fois de ces dernières années et bien sûr de cette mise en lumière par la crise Covid et le confinement et les crises vécues par certains secteurs, etc. En fait, on a de plus en plus dans cette notion de collectif, il y a une notion au croisement en fait, du collectif et de l'invisible, ce qui caractérise en fait la culture d'une entreprise. Et les dirigeants de demain devront savoir mettre en place des rituels, les modes de communication, les manières d'être qui formeront en fait la culture de l'entreprise avec cette approche collective. Et on a parlé tout à l'heure, et quelqu'un posait la question d'une personne malheureusement trop célèbre et qui aurait aimé peut-être être moins célèbre ces dernières semaines, mais en fait l'enjeu c'est de réussir ça sans tomber dans le piège du sectarisme et de l'exclusion de ceux qui ne partagent pas votre manière d'être. C'est en fait l'une des choses qui lui a été reprochée. Ce qu'il faut comprendre, c'est mettre en place cette culture inclusive. On parlera justement de cette personne que vous ne nommez pas, mais que je nommerai tout à l'heure, justement sur le risque aussi pour les dirigeants s'ils s'échappent un peu des cases délimitées par les actionnaires. Bertrand Rambaud, justement sur cette question des soft skills qui reviennent beaucoup pour recruter des salariés, des collaborateurs, mais aussi pour recruter des dirigeants. Non, mais si vous voulez, moi, je partage tout ce qui a été dit. Je ne rajouterai pas les mots, puisqu'ils étaient très précis tant dans la bouche de Doric que de Paul. Voilà, je pense que le mot agilité me semble être le plus fort et le plus important dans cette période. Ce que je vois, par contre, pour apporter un éclairage un peu complémentaire et qui peut peut-être choquer ou surprendre, je vois un enjeu générationnel arriver avec cette crise. Pour la première fois, et je fais ce métier depuis très longtemps quand même, le dirigeant par nature, c'est quelqu'un qui doit voir demain et qui doit rassurer son environnement, ses qualités premières et embarquer ses troupes. J'ai entendu des dirigeants pour la première fois, alors souvent d'un certain âge, après 10 ans, je ne sens plus les choses, je ne vois pas très bien ce qu'il faut faire. Et à l'inverse, des générations plus jeunes, plus nouvelles, plus à l'aise par rapport à ces grandes évolutions. Et ça, c'est un enseignement qu'on doit avoir, je pense. Et je ne fais pas la querelle des anciens contre les jeunes, c'est complètement stupide. Et on abordera tout à l'heure des enjeux de gouvernance qui, à mon avis, sont l'une des réponses par rapport à ces sujets-là. Mais ayons en tête que ces mouvements très forts sur d'un grand nombre de sujets de l'entreprise peuvent rendre mal à l'aise des gens par rapport à ces tendances. Et donc ça, il faut avoir la lucidité de le voir et la lucidité de faire évoluer sa propre organisation par rapport à tout ça. Pour moi, c'est un enseignement extrêmement fort de ce que nous vivons. Doric, je vous voyais opiner du chef. Oui, tout à l'heure, je disais bouger les lignes. Il faudra peut-être mettre souvent un peu plus à plat les organisations et peut-être casser des niveaux de commandement pour justement prendre en compte ce qui se passe avec les générations nouvelles qui arrivent, qui ont d'autres scopes, d'autres moteurs. Jean-Marc, dans ses articles, parle du why, le pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on embarque les gens aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'on va changer, en fait. Donc, et ce n'est pas nécessairement une question de conflit de génération, mais peut-être que les générations plus anciennes ne sont pas tout à fait prêtes à faire ça en ce moment. Donc, il faut les aider à faire ça. Les enjeux sont tellement importants, les choses vont tellement vite qu'il faudra peut-être aller bousculer un peu les lignes et faire émerger des gens plus jeunes, peut-être, plus rapides. Et donc, bousculer les anciens, finalement, vous êtes en train de dire. Un peu. On en fait partie. Nous aussi, on se bouscule, je vous rassure. Jean-Marc Olorni, sans vouloir vous bousculer, justement, ces compétences clés, vous nous parliez, vous évoquiez l'autre fois, quand on a échangé ensemble, le partenariat avec Polytechnique pour avoir justement des collaborateurs, faire émerger ces compétences nouvelles, y compris, j'imagine, parmi vos hauts potentiels.
Moi, je pense qu'il faut effectivement, vu l'ampleur des changements que je vois arriver, ils sont liés quand même à une certaine accélération de l'innovation. Moi, je n'ai jamais vu autant d'innovation aujourd'hui que dans les 20 ou 30 dernières années. J'ai toujours été dans des métiers près de la technologie, près de l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une innovation dans le monde qui est à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Donc, par rapport à ça, ça nous pose des questions parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas. Le Covid était un bon exemple, mais il y a plein d'innovations technologiques qu'on ne connaît pas, qui vont arriver dans les années qui viennent. Et je pense que notre responsabilité en tant que dirigeant, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ce qui arrive. Et c'est là que je pense que le rôle du monde académique est clé. Moi, j'ai 7 laboratoires à travers le monde avec lesquels j'ai des discussions régulières pour comprendre les enjeux de ce qui arrive demain. Et j'ai des partenariats avec beaucoup d'universités à travers le monde et je suis très fier d'avoir signé cet accord avec l'Institut Polytechnique de Paris parce que c'est quelque chose dans lequel je crois. Je pense que dans le monde académique, il y a un certain nombre de choses qu'on voit émerger et qu'on ne voit pas encore émerger dans le business, mais qui nous permettent de mettre en perspective nos décisions. Je pense que c'est très important d'avoir ce courage, cette humilité, cette agilité de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui vont avoir un impact très fort. Typiquement, ce que je regarde le plus aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Ce qu'on a vu, c'est 5% de ce qui arrive. C'est des transformations considérables du monde du travail qui vont être impliquées par ça. Je veux bien comprendre ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va vivre tous ensemble dans la décennie qui vient. Et je pense qu'il y aura des gens qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'adapte. Et puis, il y a des gens qui vont en avoir peur. De plutôt être dans ceux qui comprennent pour m'adapter, parce que je pense que la peur, ce n'est pas le meilleur attribut du dirigeant. C'est plutôt en général quand on a peur qu'on fait des bêtises. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ça fait partie, à mon avis, de ce que nous, en tant que dirigeants, on doit comprendre. On est dans un monde de transformation avec une accélération de l'innovation qui nous challenge tous les jours. Moi, je suis surpris. Ce que j'ai appris à l'école en termes de technologie, c'est de la préhistoire. J'ai tout appris, j'ai tout réappris. Mais ce que je dois, c'est encore apprendre plus. Et c'est là que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. On essaye de faire des passerelles avec le monde politique pour travailler sur les enjeux économiques et sociétaux. Mais il faut aussi des passerelles avec le monde économique, le monde académique, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne. Justement, sur ces transformations et ces nouvelles compétences qu'on a pu développer, alors Teams, Zoom et compagnie, parce que nous travaillons tous à la maison. Le télétravail, vaste sujet qui incarne quand même ces nouvelles façons de faire et qui vont certainement perdurer pour nous tous. Est-ce que ça aura justement un impact sur la façon de diriger le télétravail? Qui se lance? Doric. Ça a forcément un impact. Ce qui était une commodité, voilà, un confort et une nécessité maintenant. Voilà, de plus en plus, les gens vont être en télétravail, on le sait. Voilà. Alors, pour certains, c'était le mode de travail parce qu'ils étaient en homework, voilà, ils travaillaient à distance, mais c'était une minorité. Les fonctions administratives ont commencé à l'être un peu, 1 jour, 2 jours par semaine. Maintenant, tout le monde est concerné par ça. Donc, c'est tout le modèle managérial qui sera remis en cause de fait. Parce qu'on n'a plus cette notion de proximité, de lien, de présence physique qui faisait qu'on pouvait faire passer des messages de façon plus confortable. Maintenant, on sera essentiellement, enfin, en grande partie dans le mode du virtuel. La communication est différente, elle est plus aseptisée. On perçoit beaucoup moins ce qui n'est pas formel, ce qui est du non-verbal. On perd les petites phrases qu'on peut faire entre 2 réunions en sortant d'une salle de réunion qui accélèrent les choses, quoi. Donc, il faut vraiment se préparer à ça. Il y a un risque, alors bon, on n'a pas parlé, mais il y a comme des risques psychosociaux. Le burn-out est un truc qui existe depuis quelques années. Je pense que l'année dernière, les gens se sont sentis certainement un peu plus isolés. On a eu peut-être un peu plus de dépression chez certains collaborateurs. Ce qui fait que dans votre position de manager, vous êtes très sensible à ça, quoi. Encore plus, être en situation de communication, de contact avec les gens, en fait. Il faut être très vigilant à ça. Les côtés positifs, c'est que votre temps est plus timé, plus construit, donc vous allez à l'essentiel dans vos réunions, vous les préparez mieux. Les gens qui sont un peu introvertis dans une réunion présentielle,
sont beaucoup moins souffrants sur une vidéo, parce que celui qui est très extraverti, il prend moins de place. Dans une réunion, il prend toute la place. Son voisin ne peut pas s'exprimer. Là, c'est glissé. Donc, il y aura le retour aux introvertis, peut-être dans la communication, grâce au… Nouvelle, je pense. Mais il faudra s'habituer à bien observer tous ces petits gestes qu'on voit en présentiel, qu'on ne voit pas. Là, on se voit sur une vignette, en fait. Dans une salle de réunion, vous observez des tas de choses. Donc, le verbal. C'est important. Et puis, le manager, il perd un peu sa position statutaire, quoi. Voilà. Et là, c'est une vignette parmi d'autres. Hein. Donc, il n'y a plus tous les attributs qui peuvent l'entourer, qui étaient le bureau dernier étage, je ne sais pas quoi, le bureau de 100 mètres carrés dans lequel on rentrait, quoi. Enfin, un peu caricatural, mais ce sera forcément différent, quoi. Et il n'a plus ses petits poussins autour de lui puisqu'ils sont tous éparpillés chez eux. Il y a aussi voilà, donc il n'est pas content. N'est plus là, hein. Ouais, ça l'agace. Il ne peut pas les solliciter, il ne peut pas leur botter le derrière, quelquefois. Ça ne va pas, il n'est pas content. Paul, Fakhri, justement, l'impact du télétravail sur la façon de diriger, de manager. En fait, alors ça a été très intéressant d'observer ces phénomènes, puisque il y a eu un article, c'est très difficile de le chiffrer exactement, mais voilà, des chercheurs ont émis l'hypothèse d'une augmentation de productivité de 22% grâce au télétravail. Donc, c'est intéressant parce que à la fois, c'est signe d'une inquiétude qui est effectivement le risque de burn-out, le risque de perte de limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Des gens qui finalement travaillent en fait beaucoup plus en étant beaucoup plus présents devant l'écran. Donc, d'abord, augmentation de productivité, risque associé, mais du coup, fin d'un tabou. Les télétravailleurs ne sont pas ces gens qui se planquent pour ne rien faire. Donc, ça a vraiment bouleversé la donne de ce point de vue-là. Mais du point de vue du dirigeant, ce que ça a bouleversé, ça a été la nécessaire augmentation de sa capacité à déléguer en fait, et à faire confiance. Moi, je le vois par rapport à des prises de référence que je peux faire auprès de dirigeants ou de personnes reportant à ces dirigeants qui me disent voilà, à quel point il est présent, il est là pour m'aider. Je me souviens même d'une fois où il m'a quasiment poussé de ma chaise pour prendre mon clavier et taper le mail à ma place. Bon, qui en termes de réflexe de micromanager, est juste effrayant. Bon. En fait, ces choses-là ne peuvent plus arriver. C'est-à-dire que vous êtes obligé de déléguer, vous êtes obligé de faire confiance, et du coup, vous êtes obligé de mettre en place en fait, des outils de suivi qui sont en fait beaucoup plus objectifs qu'une forme de trop grande place peut-être laissée à la qualité de la relation, à l'émotion dans la relation. Il faut savoir préserver ça, mais il est aussi bon d'avoir une forme d'objectivation de ce que produisent les personnes, de la contribution en fait à l'effort collectif. Et nous, on a vu ça dans le télétravail comme une évolution assez forte de ces derniers mois. Un vrai challenge. Jean-Marc Aulagnier, ça fait très longtemps qu'Accenture faisait du travail à distance, plus de bureau, on mettait tout dans un petit casier, ça fait une dizaine d'années. En ces fait, bouleversements-là, vous les voyez aussi oui, on les voit. Impacter la fonction. Oui, on les voit. Je pense qu'aujourd'hui, tout s'apprend. Moi, quand je regarde le fonctionnement du comité exécutif de notre maison par rapport à ce que je vois, la plupart des dirigeants du comité exécutif d'Accenture habitent dans des pays différents et se rencontrent de manière virtuelle depuis 10 ans, intercalés par des réunions physiques. Quand je regarde la manière dont on gère nos grands projets internationaux, la plupart des gens travaillent avec une certaine distance, avec des outils technologiques, parce que nos clients sont très souvent internationaux et les projets sont très… Donc, on a appris depuis plus de 10 ans, en fait, à travailler avec une certaine distanciation physique. Pas sociale. Le problème du Covid, c'est que ça a créé une distanciation physique, voire sociale, imposée par des mesures qui étaient nécessaires pour gérer la pandémie. Mais la distanciation physique, c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut avoir une certaine efficacité, comme Paul le rappelait, si elle est utilisée pour travailler de manière internationale, collaborer de manière différente. Et on a développé des méthodes et des techniques de management pour travailler avec des équipes internationales réparties sur plusieurs pays, réparties sur le territoire. Et c'est des choses qui fonctionnent relativement bien si on n'a pas la distanciation sociale. Je pense que le problème que je vois, moi, c'est la distanciation sociale. Ce n'est pas du tout quelque chose que moi je pousse en tant qu'Accenture. Je pense que la plupart de nos grands clients reconnaissent que la distanciation sociale, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. La distanciation sociale est imposée par des conditions liées à la pandémie,
La distanciation physique et la capacité de travailler à distance, je pense qu'on a fait énormément de progrès dans les 12 derniers mois. Et ça, je pense que ça restera, parce que nous, ça fait des années qu'on pratique, et ça a un certain intérêt pour un certain nombre de métiers, pour un certain nombre de projets. C'est quelque chose qui est une bonne chose. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir un comité exécutif qui est réparti au travers de la planète. C'est très bien d'avoir des projets internationaux, cette capacité à travailler à distance. C'est un vrai atout pour les entreprises de progresser sur ça. La distanciation sociale, l'homme est un animal social, si je peux me permettre. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de rester chez lui à la maison tous les jours. Et on a tous un peu une certaine frustration. Mais c'est la vie dans laquelle on est. Il faut respecter les mesures. Et on n'est pas complètement sorti de cette distanciation sociale-là. Je voulais revenir sur l'impact de toutes ces compétences un peu nouvelles. Est-ce que ça a un impact sur les modes de recrutement? Est-ce qu'on va recruter des dirigeants différents aujourd'hui? Paul Fakri. Alors, oui, en fait, ça fait déjà un moment que cette tendance est inscrite, hein, à la fois dans les attentes de nos clients et dans les qualités même, en fait, qui distinguent les dirigeants que nous rencontrons qui ont réussi ou qui sont ceux qu'on perçoit comme ceux qui vont permettre à l'entreprise de réussir. En fait, bon, si déjà je fais référence au passé, à une époque, la formation initiale, le diplôme, les fondamentaux acquis quand on avait 20 ans étaient considérés comme extrêmement importants. Et en particulier en France, en fait, mais de plus en plus, on a appris à donner moins d'importance aux études qu'on a réalisées quand on avait 20 ans et plus d'importance à la réalité de ce qu'on a fait, en fait, dans l'exercice de sa responsabilité. En tous les cas, dans notre grille d'analyse, aujourd'hui, les deux critères, alors nous avons 4 critères en fait pour mesurer le potentiel de quelqu'un. Ça, c'est méthodologie et Gonzander. Il y en a plein, toutes sont valables. Hein. Je ne me fais pas prêcher pour notre méthode, mais bon, celle que nous utilisons. Il se trouve que 2 des 4 critères sont la curiosité et la capacité à engager les autres. Aujourd'hui, en fait, ce sont, je pense, les 2 critères les plus importants. Curiosité étant associée à la notion d'humilité, étant associée à la notion d'agilité, se remettre en cause, continuer d'apprendre, et capacité à engager les autres étant associée à cette notion de collectif, de travail ensemble, voilà, versus un top-down hiérarchique qui reste vrai au terme d'organisation, mais qui n'est plus le mode de travail du quotidien. Voilà. Ça veut dire que le diplôme aujourd'hui, j'ai fait X, Minton. Vraiment, mais tant mieux pour vous, j'en suis ravi. Mais non, en fait, c'est pas le cas, mais... non, vraiment pas. Ça n'est plus un critère. C'est-à-dire que. D'accord, non, mais c'est intéressant. Voilà, c'est un critère d'accélération dans les 7 premières années de votre carrière. Et encore, quoi, c'est vraiment une statistique comme ça que l'on sort. Mais à partir de 30 ans, ben, voilà, vous avez suffisamment fait de choses pour que ce qui compte désormais est ce que vous avez fait, au sens de l'exercice de votre responsabilité, et non plus les études que vous avez réussi à atteindre quand vous avez 20 ans. Doric, est-ce que ce sont des évolutions? Oui, tout à fait d'accord avec Paul. Dans le dernier entretien, celui qui gagne le job, c'est le plus engagé, c'est le plus motivé. À l'instant T, c'est celui qui a le mieux montré son message de proactivité avec l'entreprise qui est en face de lui, qui a été le plus mobile. C'est ce qui fait souvent la différence. Des cas récents de gens sur des prises de poste. Hein. Ce n'était pas le plus diplômé, ce n'était pas le plus expérimenté sur le papier, mais en final, c'est celui qui a fait la représentation parce qu'il était vraiment dedans, quoi. Donc, il s'est mis quasiment en situation de travail avec cette entreprise. Il emportait les décisions. Je reviens après sur les formations et les diplômes. Depuis quelques années déjà, on commence à avoir un peu de disparition du clonage, en fait. Et ça sera encore plus présent. On sera de plus en plus sur les soft skills et on aura de plus en plus de recrutement avec des ruptures, en fait. Très récemment, j'ai vu des gens passer de direction marketing dans le food à des directions marketing dans les métiers du comptable bâtiment. C'est un métier très technique, mais on va chercher un expert d'une fonction dans un autre secteur d'activité qui n'est pas le sien pour faire une rupture. Et ça, on le verra de plus en plus. On voit des gens maintenant passer sur des fonctions très complexes comme les supply chain, passer du retail à l'industrie. J'ai quelqu'un qui est chez moi qui est rentré dans le groupe Valeo, qui est un exemple même d'organisation industrielle, mais ils ont été chez quelqu'un dans le secteur d'activité. Donc ça, on le verra plus. C'est intéressant. Il y aura plus d'ouverture à ça et il y aura moins de références peut-être à
au diplôme ou ce qu'on pourrait appeler une expertise pure, en fait. Mais que m'apportez-vous de nouveau et surtout, comment le mettez-vous en œuvre? Donc, on revient sur ces soft skills, mais on va beaucoup plus être sensible au savoir-être et à la capacité qu'on aura à mettre en œuvre les choses, je pense. Encore plus. De plus en plus, les recruteurs, je ne sais pas si Paul fait ça, mais ils ont un candidat en phase 2, ils ont un CV, le CV, ils le mettent de côté. Ils disent, écoutez, le CV, c'est bon, je sais, mais qui êtes-vous? Parlez-moi de vous, en fait. Tout ça, c'est vrai, vous savez très bien le faire, mais on ne va pas rentrer en détail, ce n'est pas important. Qui êtes-vous, en fait? Donc, on sera beaucoup plus là-dessus, je pense. Ouais, Pour donner pour donner un éclairage de l'entreprise familiale et sans répéter ce qui a été dit, moi, j'insisterai sur 2 points. Je pense qu'on a le diplôme n'a jamais été l'élément essentiel dans un recrutement dans une boîte familiale. Je pense en revanche qu'aujourd'hui, on cherche des gens plus business qu'avant. Prenez un directeur financier, s'il n'est pas business, il ne sera pas un bon directeur financier. Et donc, on coche un peu moins des cases purement techniques. Donc, c'est vraiment une évolution que je vois. Et puis, le recrutement est une chose. Après, ce qu'il faut, c'est garder les gens et garder les talents. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que le recrutement est difficile aujourd'hui. Ça aussi, c'est un paradoxe. Il y a du monde sur le marché et on a du mal à trouver toujours ce que l'on souhaite. Et je crois qu'en tant que patron de boîte, notre grand enjeu à nous tous, quels que soient nos métiers, c'est de pouvoir garder ces gens. Alors, il y a les éléments financiers, mais pas que. Il y a les éléments d'accès au capital, avec le sentiment d'appartenance. Moi, j'y crois énormément à ça. Et au-delà de l'aspect patrimonial, il y a le sens qu'on a évoqué tout à l'heure, sans tomber dans le mauvais, dans le mauvais terme sens, mais avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, et de projet. Et donc, je crois que pour garder les gens, il y a aussi tout un travail derrière de les mettre dans un projet, de les mettre dans une perspective. Alors, dans des grands groupes, ça peut sembler assez naturel. Dans des entreprises de taille plus familiale, ça peut l'être moins. Et ça, je pense que c'est une rupture, une évolution assez forte. Alors, ce n'est pas lié au Covid, c'est une évolution du moment, du temps, mais qui me semble vraiment un enjeu très, très fort pour avoir ces qualités-là autour de nous. Dans une période aussi tourmentée, est-ce que le dirigeant est encore plus sur un siège éjectable? Alors, la personne mystérieuse dont on parlait tout à l'heure, c'est un patron de Danone, Emmanuel Faber, mais Volkswagen, Société Générale, Natixis, depuis ces derniers mois, les états-majors ont quand même été profondément bouleversés. Est-ce que finalement, leur durée de vie à leur poste est de plus en plus limitée? Est-ce que c'est une fonction encore plus à risque que par le passé? Je vous laisse, Doric. Paul va répondre. J'ose à peine. Bon, écoute, merci Doric, mais la réponse courte est oui. Donc, en fait, on constate très clairement une accélération de la rotation des postes de cadre dirigeant de manière générale et du dirigeant numéro 1 en particulier. On a évidemment également cette tendance lourde qui n'est pas encore actée, hein, mais où on en voit des exemples soit de manière temporelle, soit de manière structurelle sur la dissociation des rôles de président et de directeur généraux. Et ce qui est dommage, honnêtement, c'est que ce soit vécu comme une remise en cause plutôt que comme un enrichissement par les personnes qui sont soumises à ce genre de changement, en fait. Voilà, demain, non, c'est même aujourd'hui qu'est discuté le cas Eramet, etc. Donc, dissociation des rôles, importance ou religion que l'on peut se faire sur ce genre de gouvernance. Augmentation du niveau d'exigence, en fait, de complexité par rapport à tous les, ce qu'on appelle les stakeholders, en fait. Donc toutes ces parties prenantes, voilà, je cherchais le mot français, voilà, qui rendent en fait le niveau d'exigence de plus en plus élevé. À la fois, c'est usant, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de tenir en fait cette barre-là longtemps. Et puis malheureusement, il y a une rotation qui est imposée par l'extérieur, voilà, éventuellement d'actionnaires activistes pour les entreprises cotées ou de changement de génération dans les entreprises familiales ou de changement d'investisseurs dans les entreprises familiales. Voilà, mais pour l'INO, on est clairement passé d'une durée moyenne dans le poste de entre 10 et 12 ans en fonction des géographies à une moyenne de 4 à 6 en fonction des géographies des entreprises. Dans les grands groupes, les responsabilités se sont associées à un projet, une stratégie qui est à 2-3 ans, en fait. Donc, ça tombe bien si la stratégie ne bouge pas, mais au bout de 3 ans, c'est peut-être pas vous qui mettrez en place la politique suivante. Donc, il y a une pression du court terme qui est très, très forte et qui font que la rotation est plus rapide. Hein. Donc, moi, je suis peut-être d'accord avec Paul, c'est des postes à 3-4 ans. Moi, je pense que c'est encore moins vrai dans l'entreprise familiale qui a une vision plus, alors, pas décollée de résultats, mais qui est quand même plus long terme. Voilà. Donc, la durée de vie doit être un peu plus grande. Voilà.
on s'inscrit plus dans une durée. Bertrand Rambaud, cette fragilité, vous la constatez aussi? Oui, complètement, on la constate. Bon, d'abord, il faut quand même se rappeler que quand on est dans les périodes de crise, c'est toujours des éléments d'accélération, de rotation du management, hein. Toutes les crises passées nous l'ont démontré. Mais ceci dit, il y a une tendance de fond, et je recoupe ce qui a été dit. Ce que je vois beaucoup, et même dans l'entreprise familiale, c'est la double gouvernance. Je pense que ça, c'est une vraie tendance de fond et qui n'est pas que de culture anglo-saxonne ou réservée aux grands groupes. Je pense qu'il y aura une différence de plus en plus forte entre le président non exécutif et l'acteur exécutif. Il faut s'y préparer. Alors, bien sûr, ça peut générer des conflits, on en a vécu, mais il y a aussi des très, très belles histoires autour de ça. Et vous savez, tout à l'heure, on évoquait les sujets générationnels. Je pense que ce sont aussi des très bonnes issues d'évolution quand chacun est prêt à rester à sa place. Et il faut évidemment gérer les égos de tout le monde. Mais ça, je pense, c'est une vraie tendance de fond et qui va toucher tout un grand pan d'entreprise demain. Et qui me semble très complémentaire et très utile pour l'entreprise. Puis après, je terminerai en disant choisissez bien vos actionnaires aussi. Voilà. C'est quand même eux. Hein. C'est comme ma petite minute de pub pour Sodarex, mais non, mais c'est au-delà de ça, mais sur le fond, voilà, on a vu quand même les activistes, on a vu le rôle de certains actionnaires qui peuvent se mettre dans des cycles très, très courts. Alors qu'on a une économie qui ne nous permet pas d'avoir des raisonnements parfois trop courts. Donc, il y a aussi ce jeu de l'actionnariat plus volatile qui vient accélérer ces évolutions de management. Jean-Marc Colagnier, comme vous êtes dirigeant aussi, est-ce que c'est moi, je suis dirigeant depuis très longtemps, donc je peux un bon contre-exemple, mais en fait, et je peux prendre notre exemple. Justement, est-ce que c'est immuable? Non, je pense que je peux prendre notre exemple d'Accenture, parce que je suis dans un métier où si on veut réussir, depuis 10 ou 20 ans, il fallait changer régulièrement. C'est-à-dire que le métier qui est lié au conseil, qui est lié à la technologie, c'est des métiers qui changent rapidement. Et si vous loupez un certain nombre de technologies, vous êtes rapidement pas dans une situation très bonne. Donc, je pense que ce qui fait cette accélération de la rotation des dirigeants, c'est l'accélération du monde dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas lié aux dirigeants, c'est le fait que le monde accélère et donc il faut que les dirigeants aient cette capacité à se remettre en cause. Et c'est au conseil d'administration de décider si le dirigeant remet suffisamment en cause sa stratégie de manière régulière pour être sur le marché et pour être performant, ou il faut changer le dirigeant. Oui. Et moi, j'ai vu beaucoup d'exemples à travers le monde où des dirigeants étaient capables de se remettre en cause, étaient capables de faire évoluer leur stratégie et étaient capables de faire plusieurs cycles. Et dans d'autres cas, effectivement, il fallait accepter qu'un changement de dirigeant était probablement la bonne solution parce qu'il était important d'adapter la stratégie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que la règle d'accélération, je la constate aussi. Hein, je pense que c'est clair. Et surtout, comme je décrivais tout à l'heure, je pense que là, on est, à mon avis, à un croisement historique parce que la nature des changements que je vois, et ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le business, je pense que ce qu'on voit arriver est nettement supérieur à tout ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a plus de transformations qui arrivent que ce qu'on n'en a jamais vu dans les années qui viennent. Donc, c'est vrai que pour les dirigeants, ça va poser des questions. Est-ce que, d'abord, je comprends la nature de ces changements? Est-ce que je suis prêt à les changer? Est-ce que je suis prêt à motiver les équipes pour le faire? Ça va être exigeant, mais je pense que ça va être la condition pour réussir et pour être performant, c'est une accélération de la transformation. Et le Covid n'a fait qu'accélérer encore un peu plus. Donc, c'est clairement une question pour nous tous. Et je pense que ceux qui sont prêts à le faire vont pouvoir réussir parce qu'il y a des opportunités de marché tout à fait incroyables qui arrivent. Pas simple tout ça, mais intéressant. On va passer, alors il y a plein de questions, donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas forcément toutes les poser parce qu'on n'aura pas le temps, j'imagine, mais de son côté, LHH répondra à toutes les questions ensuite. Alors, il y avait une question, Emmanuel, directement pour Paul Facry, pour peut-être clarifier les 4 critères de sélection chez Egon. Merci de la question. En fait, j'ai répondu, mais je ne suis pas sûr que ce soit visible. Du coup, je viens de mettre la réponse dans le chat.
Donc, je suppose que maintenant, c'est visible par tous. Alors, on ne va pas s'étendre, mais chez nous, c'est donc curiosité, perspicacité, engagement et détermination. Et j'ai mis quelques mots-clés pour comprendre ce que ces mots recouvrent. Mais voilà. Ok, super. L'agilité. Merci, Paul. Il a été évoqué le fait que la crise avait renforcé la cohésion des équipes face à l'adversité. Néanmoins, ne constatez-vous pas un début d'essoufflement de la dynamique collective créée par l'éloignement des équipes en raison du télétravail depuis un an, qui n'est pas ou plus compensé par l'usage intensif mais aseptisé des moyens de visioconférence? Oui, c'est toute cette difficulté en fait à gérer aujourd'hui des équipes qui fatiguent, hein, qui peuvent être un peu lasses, et sachant que le gouvernement a imposé au moins 4 jours par semaine sur 5 de télétravail, comment conjuguer voilà, ces injonctions, encore une fois, paradoxales? Non, mais c'est vrai que moi, je ne me suis pas exprimé sur le télétravail tout à l'heure. Ah, Mais... pardon, Bertrand, oui. Non, mais simplement, bon, OK, les choses vont changer, on va l'utiliser tous dans nos business demain, quels que soient nos métiers. Bon, après, attention quand même, quoi, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout adepte de ce monde complètement en télétravail, donc qui s'impose aujourd'hui et encore plus en ce début avril, mais qui va bien finir par s'arrêter dans les prochaines semaines. On a besoin, enfin, après, il faut trouver le bon équilibre entre la relation sociale et le télétravail, mais on a besoin de se voir, on a besoin de partager. Enfin, attention aux jeunes. Les jeunes, ça fait un an, ils sont complètement à saturation, moi, je pense, hein. Et puis, vous savez, ce qu'on vit dans les boîtes, et ça, c'est vraiment un phénomène nouveau. J'entends la possibilité de tourner des comex à distance, mais faisons gaffe quand même, à mon sens, on a besoin de se voir. Et il y a des décisions qui sont plus prises à cause de ça. Parce qu'il y a des décisions que vous prenez parce que vous vous voyez, parce que vous passez 2 heures ensemble, parce que vous faites un peu de match de ping-pong et vous vous renvoyez les arguments et que vous accouchez la bonne solution. En fait, tous ces écrans, c'est top pour gérer. Pour gérer, c'est très bien. Mais je pense que pour vraiment construire, avancer, prendre des décisions de fond, à mon sens, il n'y a rien de mieux qu'un échange physique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, mais il va falloir, donc là pour le coup, comme toujours dans la vie, je pense trouver un bon équilibre entre tout ça. Je crois que c'est une vraie nécessité. Et moi, je sens dans les jeunes, hein, là, cette période d'1 an, il y a un petit basculement quand même dans la tête des gens. Et il va y avoir un enjeu de remettre tout le monde dans un mode de travail un peu différent. Donc, OK, télétravail, mais à petite dose. Et je crois qu'on peut avoir 2-3 surprises de reprise autour de ça dans les prochains mois. En tout cas, moi, c'est mon avis. Non, et moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, ce qu'on a appris, nous, c'est qu'effectivement, travailler à distance, ça fait partie de la palette de modes de travail qu'il faut connaître parce que c'est utile dans un certain nombre de cas. En tout cas, dans notre métier, c'est très utile. Mais ce que l'on a vu, même avant le Covid, c'est qu'à partir du moment où on travaille à distance, il fallait créer beaucoup plus d'événements pour se rencontrer de manière sociale, discuter, et donc de compenser le travail virtuel ou non physique par des réunions plus sociales. Et donc, c'est un peu la différence que je fais, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons de Covid, on doit mêler un travail physique à distance, intense, avec peu d'opportunités de rencontres sociales. Et c'est là que la balance n'est pas bonne. Et c'est ça qu'on va pouvoir, j'espère, récupérer dans quelques temps quand les conditions de la pandémie nous le permettront. Mais par contre, je pense qu'une partie du travail à distance que nous, on a appris il y a très longtemps et qu'on continue à voir se développer dans les entreprises restera en partie parce que dans certaines conditions, il est intéressant. Et en tout cas, je ne pense pas qu'il disparaîtra. Par contre, l'aspect social me paraît clé. Et on est aujourd'hui tous un peu frustrés. Et moi, ce que j'ai remarqué, comme tu disais, Bertrand, c'est que la première vague, ça s'est pas mal passé, le travail à distance. Il y avait l'excitation, la gestion de la crise. Deuxième vague, et maintenant la troisième vague, est beaucoup plus pénible sur le moral de nos équipes, parce que le travail à distance commence à peser du fait de cette distanciation sociale forcée, parce qu'on n'a pas assez d'opportunités de rencontre. Et c'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que j'espère qu'assez rapidement, on pourra reprendre des choses différemment. Il y a une question aussi intéressante sur les modes de gouvernance innovants. Les dirigeants doivent s'adapter sans aucun doute, mais comment faut-il? Est-ce qu'on peut évoquer d'ailleurs des modes de gouvernance innovants? Le dirigeant doit l'être, mais aussi la façon de gouverner. On parlait, tout à l'heure, Bertrand, c'est, je crois, vous, qui évoquiez ces doubles gouvernances. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit ça aussi fleurir, des modes différents à la tête des entreprises? Oui, parce que si vous voulez, je pense qu'il y a un élément fondamental. Bon, Jean-Marc l'a beaucoup dit et
je rejoins complètement le fait que la transformation est incroyable. Moi, à mes yeux, c'est la plus grande révolution industrielle qu'on est en train de connaître depuis que le monde existe. Donc, je pense qu'on doit tous avoir ça dans notre tête. Et donc, être seul par rapport à tout ça, waouh, c'est compliqué quand même, hein. Et donc, ces doubles gouvernances, elles ont cet atout extraordinaire de ne pas être seul. Après, c'est le dirigeant qui décide, on est bien d'accord. Il y a un homme qui décide ou une femme. Mais il a besoin d'être aujourd'hui aidé et surtout éclairé. Et je crois que la grande vertu de ces doubles gouvernances, au-delà des contrôles, hein, on a vu les abus de pouvoir dans les mains d'une seule personne, mais ça, c'est quelques excès qui arrivent toujours dans la vie, mais qui ne sont quand même pas le commun des communs. Mais je pense qu'il y a tellement d'enjeux, tellement d'aléas qu'on ne peut pas être, on peut pas être tout seul. Et voilà. Et donc, c'est une grande vertu, ça, au-delà des contrôles. Pour compléter cette question, une autre qui pointe le développement des modèles coopératifs ou mutualistes. C'est vrai qu'on parle souvent de la Maïf. Est-ce que ça fait partie aussi de ces innovations? Sachant qu'il y a peu d'entreprises quand même qui bouleversent son modèle et qui va vers des scopes. Je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question-là, mais j'aurais quand même souhaité ajouter quelque chose à ce que vient de dire Bertrand, en fait. Si j'ose, mais donc j'approuve à 200%. Voilà, non, mais j'approuve à 200%. Je voulais juste évoquer en fait d'autres modèles. Donc, dans les modèles de conseil d'administration et direction générale, je prends clairement la dissociation des rôles de président des DG et pour les bonnes raisons que Bertrand a évoquées. On a aussi en fait le modèle allemand qu'on a, la similitude la plus proche en France serait conseil de surveillance et président et directoire, donc ce qu'ils appellent le Vorstand en Allemagne, où la notion en fait de directoire est beaucoup plus collégiale que la notion de directoire en France. Et ça, c'est un modèle qui a des vertus absolument incroyables. Et je voulais citer un autre exemple encore, qui est un de nos clients, qui est une très belle entreprise familiale qui réalise 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont dépassé le stade de la PME, voire même de l'ETI, avec le modèle que je vais vous décrire en 2 mots, où tout poste de dirigeant est confié 2 fois 4 ans maximum. C'est-à-dire que vous pouvez devenir le directeur général de l'entreprise, vous savez que c'est pour 2 fois 4 ans maximum. Et ensuite, l'exemple d'une rotation qui a eu lieu où la personne qui était le directeur général du groupe a ensuite pris un petit pays aux marches de l'Empire, le plus loin possible. Il a passé de 12 milliards à 100 millions pour, en quelque sorte, foutre la paix à son successeur. Mais c'était inscrit dans le principe même de fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas une surprise ou une punition. C'est au moment où vous êtes nommé, vous le savez déjà. Et vous êtes dans une forme de ministère au service de l'entreprise et non plus au service de votre carrière. Et ça change beaucoup de choses dans la capacité d'écoute et dans la capacité à travailler avec les autres. Voilà. Tout cela étant dit, pardon, c'était long, mais maintenant sur ce qui est coopérative et mutualiste, écoutez, tout est dans tout. Donc, il y en a qui marchent superbement et c'est un modèle extrêmement intéressant à explorer. Que ce soit le modèle à suivre, non, parce que nous avons aussi malheureusement des exemples où ça a été le ferment de situations absolument affreuses. Donc, ça n'est pas une protection. Ça dépend quand même vraiment beaucoup des hommes et pas seulement des règles, je pense. Il y a beaucoup de questions. Pardon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations. C'est une question laquelle je travaille beaucoup sur les modèles d'entreprise. J'ai parlé de notre relation avec le secteur académique, mais je pourrais parler de notre relation avec le secteur des startups. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font une partie de leur activité de recherche et développement en collaborant avec des startups, parce que c'est une partie du monde économique également. Je pense qu'il faut aussi collaborer avec notre environnement social et politique. Aujourd'hui, la crise impacte beaucoup les populations défavorisées. Et nous, en tant qu'entreprise, on a un rôle à jouer aussi sur la formation, sur les talents. Donc, je pense qu'ouvrir les entreprises sur les enjeux sociétaux, c'est une certaine innovation. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que nos entreprises et nos collaborateurs peuvent avoir un supplément d'âme et une motivation particulière parce qu'on a un rôle à jouer dans l'écosystème des startups, l'écosystème académique, l'écosystème des activités économiques et sociales. Je pense que c'est avec cette ouverture qu'on peut trouver des modes de gouvernance intéressants et puis surtout motivants. Il y a aussi beaucoup de questions, mais je pense que ça va être compliqué d'y répondre sur ces gestions du temps court et du temps long. Transformation, ça prend du temps. Les décisions aujourd'hui, vous devez les prendre de façon assez rapide, et avec des enjeux
de rentabilité posée par des actionnaires à très court terme. Donc ça, cette espèce de toutes ces injonctions paradoxales, beaucoup de gens s'interrogent sur comment conjuguer temps court versus temps long. Mais bon, je pense que ça pourrait être l'objet peut-être d'un autre débat là-dessus. Et une petite remarque sur le fait que nous verrons une vraie transformation quand il y aura aussi autour de cette table des femmes et des jeunes. Alors, il y a moi, Chasta, je ne suis pas dirigeante, mais c'est vrai que les questions de diversité et de junior, senior, c'était aussi une remarque de quelqu'un, sont des questions cruciales. Un mot de la fin, chacun, s'il vous plaît. Qui se lance? Bon, allons-y. Allez-y, Doric. Moi, j'ai envie de dire, je vais citer Oscar Wilde, qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est important dans ces phases de transition de peut-être encore mieux se connaître, mieux savoir qui on est, ce dont on a besoin. Occupez-vous de vous, ce sera plus facile après de occuper les autres. Prenez en compte vos propres équilibres. Vous avez un triptyque vie professionnelle, vie affective, vous avez tous votre jardin secret, votre loisir, votre passion. Je crois que plus que jamais, il faut bien être à l'écoute de ça, le premier. Rester en lien, si c'est difficile en entreprise, trouver un lien à l'extérieur, dans le monde associatif, citoyen, un engagement en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire aux gens, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Mais soyez vous-même surtout. Hein. Ne vous en faites pas dans un modèle, voilà, dans un exemple, une injonction qu'on vous avez entendue de votre plus jeune âge. Quoi. Paul, peut-être? Oui, enfin, alors, complètement d'accord avec Doric. Et derrière, effectivement, enfin, soyez humble et curieux. Moi, je pense qu'on vit un moment historique. Les 12 derniers mois ont été un moment dont on se souviendra tous. Et par rapport à ça, comme dans tout moment historique, il y a des opportunités de changement qui arrivent. Et je pense que pour nous tous, pour vous tous qui nous écoutez, je pense que les 10 ans qui viennent vont être passionnants. Et il y a un certain nombre de choses qui vont se passer, qui vont s'accélérer et qui vont créer des opportunités intéressantes. Donc, c'est surtout ce que je regarde, tout en ayant conscience que dans ce moment historique, il y a une crise pandémique qui n'est pas complètement résolue. Non, qui n'est pas terminée. Hein. Je rajouterais juste, effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'on vit des transformations profondes. Je suis assez confiant parce que je pense qu'il y a des choses vraiment passionnantes qui sont en train de se construire. Pour ceux, en tout cas, qui sauront prendre les virages et qui seront alertes par rapport à tout ce qui se passe. Après, quand même, il ne faut jamais oublier nos histoires respectives d'entreprises et de personnes, les cultures de nos boîtes et les valeurs et les racines qui en font les fondements. Donc, je pense qu'il faut arriver à naviguer au milieu de tout ça parce que ceux qui passeront aussi ces étapes seront ceux, je pense, qui n'oublieront pas d'où ils viennent, leur raison d'être, leur valeur du moment. Et ça, je crois que ça sera un enjeu très fort d'arriver à mener, une fois de plus, un peu parfois dans le paradoxe, mais c'est deux grands enjeux, à mes yeux. C'est bon, merci infiniment. On a essayé de respecter le timing, ce n'est pas toujours simple. Merci à tous pour votre optimisme en ces temps qui courent, ça fait toujours du bien. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous, merci. Merci beaucoup. Bonne continuation.